L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Bonjour, Joanna Macari, la directrice du Centre culturel Nulla Volta à Bastia, est aujourd'hui notre invitée et avec elle nous allons parler bande dessinée à l'occasion de la 30e édition des rencontres de la bande dessinée et de l'illustration BD Bastia qui aura lieu donc du 30 mars au 2 avril, ça approche. Joanna, bonjour. Bonjour. Alors ces rencontres, elles font partie aujourd'hui du paysage culturel corse. Un festival de BD qui se démarque un peu des autres festivals qu'il y a sur le continent. Il y a une marque. Oui, il y a une âme particulière à BD Bastia et c'est vrai qu'on le ressent, et puis ce sont aussi les retours qu'on nous fait, hein, en particulier le retour des auteurs, parce qu'on nous dit souvent que le BD Bastia est le festival préféré des auteurs. Cela parce que dès l'origine, en fait, on s'est complètement affranchi du format de dédicace qui est très présent dans les salons. Et c'est un format qu'on a réussi à garder, ce qui est pas toujours évident, parce que c'est vrai que je pense que certains éditeurs notamment aimeraient être présents d'une autre manière, mais je pense que tout le monde finalement a compris aussi l'intérêt de ce format-là, une plus grande disponibilité des auteurs pour qu'ils puissent se rencontrer durant le festival, puisqu'ils sont assez peu d'invités, hein, finalement environ 25 par édition. Et il y a de vraies collaborations qui naissent de par cette liberté durant les 4 jours du festival, et on a un très bon exemple cette année avec Olifante de Benjamin Bachelier et Louis Fang, puisque cet album qui est sorti il y a peu de temps, mais je vois déjà que les retours presse sont très très bons, est né de la rencontre des auteurs durant BD Bastia il y a maintenant, c'était en 2016, donc c'est vrai que le temps de gestation, vous savez, hein, même de production d'un album est assez long, mais voilà, c'est un exemple du fait que ce format-là est très vertueux, je pense, et puis y compris pour le public, parce que lorsqu'on on se rend dans des salons voilà, qui sont sur des formats comme ça, où il y a déjà une billetterie, ce qui n'est pas le cas. Hein. À BD Bastia, les expos sont accessibles sur entrée libre. Donc on n'a pas de file d'attente, on peut aussi se présenter aux auteurs de manière très spontanée. Alors pour solliciter une dédicace, parce qu'elle n'est pas interdite non plus cette dédicace, mais seulement elle se fait sur un mode beaucoup plus spontané, naturel et du coup convivial aussi. Voilà, il y a beaucoup de particularités dans ce format-là. On pourrait citer aussi le grand engagement des bénévoles, cette équipe de bénévoles très présente et pour des tâches qui requièrent de vraies compétences. Par exemple, la médiation auprès du public scolaire, donc sur les visites guidées et commentées. Donc les bénévoles ont les albums bien en amont, ils s'informent, ils font leurs recherches et voilà, ils produisent comme ça des formats de visites commentées, qui sont assez pointus. Voilà, et puis aussi la librairie Alma qui est notre partenaire. Et là aussi, il y a un travail assez poussé, un travail commun avec eux, puisque un mois et demi avant le festival, on se rencontre, on liste vraiment, donc évidemment les auteurs invités, mais aussi toutes les productions des auteurs invités, et on ne commande que les bibliographies des invités de l'année. Voilà, donc on suit vraiment, ils sont d'ailleurs partisans comme nous de suivre une ligne éditoriale qui est précise et qui est vraiment celle qu'on a choisi de proposer cette année au public. Autre spécificité, c'est la multiplicité des lieux. Ça s'étend sur toute la ville. Ça aussi, c'est bien pour le public, c'est important. Oui, c'est très important. Et puis, on voit que d'année en année, le public intègre cette donnée-là aussi de pérégrination dans la ville. Parce qu'il y a quand même 14 expositions cette année. Il y en a toujours beaucoup. 14, c'est beaucoup, mais on est toujours au moins autour de 10-12 expositions. Donc c'est vrai qu'il faut avoir du temps pour faire tout ce parcours-là. Il faut prévoir sa visite, d'autant plus qu'il y a un petit temps de promenade quand même entre les lieux. Mais c'est vrai que c'est très très important de rayonner, puis de fédérer vraiment tous les acteurs culturels de la ville, que ce soit donc à la médiathèque, le réseau des médiathèques de la ville de Bastia, les galeries privées comme la galerie Noir et Blanc, évidemment le musée de la ville de Bastia, très très important parce que le lieu est sublime, l'équipe est aussi
complètement partie prenante et c'est un lieu où voilà, on peut se permettre d'exposer des auteurs comme Zeb cette année. On peut faire vraiment de très très belles propositions. Et puis aussi un partenariat qui est assez récent, mais j'espère qu'on pourra conserver aussi de manière régulière, c'est celui avec les Archives de Corse, qui est un lieu qui est un petit peu plus secret entre guillemets, parce que c'est plutôt un lieu que fréquentent les historiens ou les chercheurs, les étudiants. Donc il n'y a pas forcément une foule qui vient dans ce lieu-là tous les jours, mais voilà, nous on propose une exposition avec une classe de 6e, donc c'est une création de cette classe de 6e avec une illustratrice qui est venue pendant plusieurs mois pour travailler avec eux. Et donc on amène, ne serait-ce que d'amener cette classe-là, une trentaine allez, 25 enfants, 24 cette année, leur famille, l'équipe des archives, évidemment toute l'équipe de BD Bastia, les auteurs, ne serait-ce que cette affluence-là lors de l'inauguration, c'est déjà une petite révolution pour ce lieu qui est voilà, un petit peu en apesanteur. Hein. On est un peu dans une phase spatio-temporelle aux archives. C'est vrai que beaucoup de gens s'investissent. Il y a même les commerçants cette année. Oui. Ça, c'est important aussi. Alors ça, c'est très, très important. Et puis, je suis vraiment, vraiment contente parce que c'est un projet qu'on avait depuis avant la crise sanitaire. En fait, c'est un projet qui remonte à 2019. Mais même pas 2020 en fait. C'est effectivement l'année de la crise sanitaire. On était sur du le confinement. point, voilà, de mettre en route ce projet-là quand on a été coupé dans notre élan. Et puis ensuite, on a été coupé dans notre élan aussi parce qu'on a reporté 2 fois 2 éditions. Donc c'était compliqué de gérer de nouveaux projets qui sont. C'est un gros projet quand même de décorer donc les vitrines des commerçants. Au trait, au Posca, donc à la peinture, avec des personnages qui sont issus des albums de la sélection de cette année. Et c'est donc Léonore Husson qui a décidé, voilà, qu'elle pouvait saisir cette occasion-là et puis s'emparer du défi toute seule, parce qu'elle le fait toute seule. Et je pense que justement les prochaines années, on essaiera de monter des équipes un peu plus nombreuses et puis d'étendre évidemment le projet. Il y a une vingtaine de vitrines qui seront réalisées cette année. Et voilà, j'espère que d'année en année, on va prendre comme ça une nouvelle habitude. Joanna Macari est aujourd'hui notre invitée. On parle BD avec elle, puisque du 30 mars au 2 avril va se dérouler la 30e édition des rencontres de la bande dessinée et de l'illustration. Alors, un programme très, très étoffé. On en a parlé à l'instant. 14 expositions, une trentaine d'auteurs. Comment on dresse un programme? Ça doit pas être compliqué. Ça doit pas être facile, parce qu'il y a tellement d'auteurs. Il y a beaucoup d'auteurs. Beaucoup de parutions aussi. Oui, énormément de parutions en bande dessinée. Même, on parle même de surproduction dans la bande dessinée. Donc évidemment, on ne peut pas tout lire. On ne lit pas toutes les parutions de l'année. En fait, la programmation, elle s'établit évidemment sur un temps long. C'est-à-dire qu'il y a un travail de veille qui se fait en permanence sur les sorties. Et parfois... j'attends certaines parutions, comme Olifante par exemple. Ça fait déjà quelques années que je sais que le projet est en cours. Donc voilà, j'attends la parution, j'interroge les éditeurs où en est le projet, etc. Donc voilà, quand on repère comme ça les choses, on sait qu'il va y avoir des moments pour certains auteurs à ne pas louper. Ça, c'est une première chose. Et puis... ensuite, c'est évidemment la recherche de nouveaux auteurs, d'une nouvelle génération, de nouvelles propositions. Ça, c'est très, très important de rester à l'affût. Et ça, c'est un gros travail, effectivement, parce que quand on est à l'affût comme ça de nouvelles formes, de nouvelles expressions, de nouveaux discours aussi, ça arrive souvent par le biais de petites maisons d'édition plus indépendantes qui, elles, n'ont pas une force de frappe en termes de communication importante. Donc, c'est à nous d'aller vers eux. Et voilà, ça demande d'être très proactif aussi à ce niveau-là. Parce que justement, le festival maintenant est très connu, donc il doit y avoir les maisons d'édition qui vous harcèlent, entre guillemets. Oui, alors heureusement, ils ne nous harcèlent pas parce qu'ils connaissent notre ligne éditoriale, donc ils savent quelles propositions sont susceptibles de nous intéresser. Ensuite, évidemment, on choisit. Mais c'est vrai qu'avec les grandes maisons qui sont structurées, avec lesquelles on travaille depuis longtemps, il y a une habitude comme ça d'échange. Donc ça, effectivement, ça roule assez facilement. Mais après, voilà, ce que je vous expliquais, c'est ce travail de recherche un peu plus approfondi chez des maisons ou avec des auteurs qu'il faut aller vraiment chercher.
Alors, on le disait, il y a beaucoup d'endroits où on va pouvoir déguster de la BD. La plus grande partie, ça sera au Centre culturel Nouvelle-Révolte, avec un thème, l'humour absurde. Oui. Oui. Qui va rassembler beaucoup d'auteurs. Oui. 11 auteurs. Ah oui. 11 auteurs précisément, donc scénaristes et dessinateurs. Et c'est un thème que je suis très contente de proposer cette année. Et j'entendais Lisa Mandel, qui est une autrice de bande dessinée, qui fait justement, qui à la fois fait ce qu'on appelle la BD du réel, la BD documentaire, mais qui est aussi éditrice et qui a toujours travaillé beaucoup sur l'humour. Et donc j'entendais une interview hier encore où elle disait, en fait la BD, voilà, c'est toujours ce qui reste de notre humanité. À la fin, quand potentiellement il ne reste plus grand chose, on a toujours l'humour comme mode de survie. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec elle déjà. Et c'est suite aussi à ce qu'on a traversé ces 2-3 dernières années que je me suis dit que c'était le moment justement de se raccrocher aussi un peu à cette forme de légèreté, à cette forme de décalage aussi, où voilà, on perd un petit peu pied, ou en tout cas on met le réel à distance, et puis on partage comme ça de franches rigolades, et en fait ces moments de partage-là, ils sont très très importants, et évidemment ils sont constitutifs de notre humanité et de notre société, quoi. Ouais. Parmi les points forts aussi, il y a au musée à ZEP, mais qui viendra sans Titeuf. Oui, on lui a proposé, et là aussi c'est une proposition sur laquelle on travaille depuis plusieurs éditions, autour de ces parutions en bande dessinée adulte, donc qui sont un petit peu moins connus, sont quand même connus, parce que ça reste ZEP, c'est un auteur internationalement connu et reconnu, mais c'est vrai que ça correspond déjà un petit peu plus à notre ligne, parce que ces albums-là, ils ont un propos fort, chaque album sur une thématique différente, une écriture, et puis un dessin aussi que lui a travaillé spécifiquement, c'est-à-dire qu'il a fait ce travail de, je sais pas si on peut dire, de délestage de ce trait un petit peu cartoon que l'on connaît de Titeuf, pour gagner dans un trait plus réaliste, tout simplement. Il avait déjà publié il y a quelques années des carnets de recherche, de dessins d'observation de paysages, qui étaient un peu dans cette veine-là. Et donc, depuis le milieu des années 2010, il est sur ce genre de travail avec les éditions de Rue de Sèvres. Donc 4 albums en tout, des carnets de recherche qu'on a la chance de proposer aussi dans l'exposition, qui sont de vraies petites pépites. Voilà, et je pense que lui est très heureux. Alors, c'est un auteur qui se fait assez rare en festival déjà, et puis assez rare en exposition. En fait, c'est la première fois. C'est une exposition inédite de son travail en bande dessinée adulte. Il a exposé quelques planches au Salon du Livre au Paris l'année dernière, et je pense que c'est aussi ça qui l'a mis sur ce chemin, cette démarche-là. Et donc nous, voilà, on propose cette démarche, mais de manière beaucoup plus approfondie au musée. On va pas pouvoir détailler malheureusement toutes les expos, mais il y a quand même la Corse Zinzin. Oui, Caroline Naziga, qui est une jeune fille à suivre vraiment. Elle en est au tout début de sa carrière, donc un premier album paru, un second qui paraît là au début avril, qui s'intitule Caro et les Zinzins justement, et alors ces 2 albums-là sont une série d'anecdotes issues de ses expériences de jeune fille fêtarde, hyper émancipée, grande gueule, un peu colérique sur les bords, mais avec beaucoup de distance et d'autocritique, ce qui rend les choses très très drôles. Un dessin aussi très dynamique en noir et blanc. Et puis elle travaille aussi sur un futur projet, certainement apparaître pour l'année prochaine, dont on aura quelques planches en avant-première, justement sur sa famille corse et son rapport à la Corse. Donc voilà, on a quelques planches très poétiques dans une autre veine que celle de Caro et les Zinzins, pour le coup. Et puis il y a un rendez-vous incontournable aussi, c'est les rencontres, le prix des lycéens. Oui. Ça aussi c'est incontournable, c'est un peu la passerelle entre les auteurs et le monde scolaire. Oui, surtout que les lycéens, ce n'est pas un public qui est évident à capter pour nous, institutions culturelles, parce que ils sont dans des étapes de leur scolarité importantes, où il y a les épreuves du bac évidemment, des créneaux horaires très serrés. Donc c'est vrai que
on a cette chance et les enseignants sont très heureux, je crois, vraiment de participer à ce prix. Il y a de plus en plus d'enseignants qui souhaitent inscrire leur classe. Et donc le principe, c'est de choisir 3 albums vraiment variés, style graphique varié, propos aussi très différents, et de faire venir les auteurs en amont de BD Bastia. En général, c'est décembre, janvier, février. Les auteurs rencontrent les lycéens. Évidemment, les lycéens ont lu les albums avant, et on propose une dernière rencontre et la remise du prix pendant BD Bastia. Et c'est toujours des moments très particuliers, très forts. Cette année encore, on a eu vraiment des belles rencontres. On sent que sur le parcours justement de ces jeunes en devenir, en recherche de leur orientation professionnelle, il y a des choses qui se trament, des questions qui se posent et parfois des réponses qui peuvent être apportées par les auteurs. Le fait qu'on ait des auteurs qui sont souvent très réceptifs à ces âges-là de doute et de questionnement et qui apportent justement ce type de discours très ouvert sur voilà, vous pouvez tout faire, n'hésitez pas. Si vous êtes en doute sur aussi votre potentiel artistique, allez-y, essayez, tentez et surtout ne vous freinez pas, alors que ce soit dans les carrières artistiques ou autres, hein, parce que c'est vrai qu'on a aussi des profils de bac pro, voilà, des jeunes gens qui sont déjà engagés dans des filières professionnelles, mais on sent qu'il y a vraiment une appétence, une curiosité, et ça donne des échanges qui sont vraiment magnifiques. Vous faisiez allusion tout à l'heure aux archives, justement, il y a un travail là aussi avec les 6e, là, cette fois-ci, c'est les collégiens. C'est des plus petits. Les plus petits, avec Laurie Agousti, c'est ça? Exactement, exactement. On a commencé ce travail l'année dernière, on avait déjà produit une bande dessinée, donc c'était avec Mathias Picard, et donc à partir de documents d'archives. Cette année, on a reconduit le projet avec une illustratrice, cette fois-ci, même si Laurie, elle a un peu les 2 casquettes quand même, elle fait aussi de la bande dessinée. Et on a pris un angle un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on a choisi des documents d'archives qui sont uniquement iconographiques, donc que des images, des cartes postales, des plans, des publicités, il y a même des petits objets, des portraits aussi à la peinture. Et on a donc c'est Laurie qui a réparti les enfants par groupe de 3 ou 4, avec chacun un corpus précis. Et donc ils ont imaginé l'histoire d'un personnage à partir de ce corpus d'archives. Et évidemment, toute la difficulté, on a reçu le livre aujourd'hui et tout fonctionne, c'est de faire cohabiter, de coordonner l'histoire de ces différents personnages pour en faire un récit justement cohérent, une intrigue qui soit un peu palpitante. Donc c'est l'histoire de 6 fantômes. L'album s'appelle 6 fantômes. Justement, comment vous faites pour sélectionner une classe? Parce que je suppose qu'il doit y avoir des demandes puisque ça concerne toute la région bastiaise. Alors pour tout vous dire, on a une équipe d'enseignants qui fonctionne très très bien au Collège Saint-Joseph. Il faut dire que c'est un projet aussi qui est soutenu, qui était soutenu par le contrat de ville et qui est maintenant soutenu par la cité éducative. Donc déjà, on a entre guillemets une contrainte, mais qui est une contrainte positive, puisqu'on doit aller chercher des classes dans les quartiers prioritaires. Et Saint-Joseph, voilà, c'est un collège avec lequel on travaille bien depuis plusieurs années. Donc voilà, comme on a cette équipe assez soudée qui connaît en plus maintenant le fonctionnement justement de la création en bande dessinée et illustration, en fait les classes suivent, mais ce sont les professeurs en quelque sorte qui restent pour l'encadrement. Nous parlons bande dessinée aujourd'hui sur RCI avec Joanna Macari, qui est la directrice du Centre culturel Nueva Volta, qui organise ce festival de la BD, ces rencontres de la bande dessinée et de l'illustration. Alors, on parlait ce festival, c'est bien sûr les BD, mais il y a plein d'autres activités autour. Il y a des rencontres avec les auteurs. Oui. Il y aura 15 rencontres, je crois, à peu près. Je crois qu'il y en a 13 cette année. Effectivement, les rencontres, c'est très très important, puisque c'est le moment aussi où le public va peut-être... C'est interactif. Oui, et puis peut-être découvrir un auteur qu'on ne connaît pas, parce qu'il y en a pas mal, voilà, qui sont pas forcément des auteurs très populaires, très grand public. Mais comme les rencontres se déroulent aussi dans le café Unaolta, c'est la porte d'entrée principale avec le péristyle. Donc on peut se laisser comme ça capter. Pendant les rencontres, il y a aussi des images qui sont projetées. Et moi, ça m'est arrivé souvent d'observer que le public accroche à ce moment-là. Et puis court chercher les albums à la librairie et puis ensuite va discuter un petit peu avec l'auteur. Voilà, et donc c'est un moment où le public se laisse aussi surprendre, ce qui est très très intéressant. Autour des rencontres, il y a aussi des moments d'ateliers. Les ateliers BD, oui. Voilà, autour des univers des... Là, c'est tout public aussi?
Oui, en général, on a coutume de mettre à partir de 6 ans, à partir de 4 ans. Évidemment que les parents participent aussi à l'atelier sérigraphie, puisque c'est un atelier qui est très ludique, mais aussi technique. Donc les adultes peuvent vraiment se régaler avec cet atelier-là. Atelier fanzine, voilà, les adultes peuvent très bien décider, en même temps que les enfants, de créer leur atelier, leur petit fanzine, leur mini fanzine. Bref, on peut tout à fait participer en tant qu'adulte. Et puis, un autre format qu'on propose aussi en dehors des expositions rencontres ateliers, c'est le format de spectacle dessiné. Donc spectacle avec du dessin en live. Cette année, ce sera avec Benjamin Bachelier pour le spectacle qui s'intitule Airstream. Airstream. Voilà, et ce sera samedi soir au Théâtre Municipal. Et donc Airstream, c'est une fiction radiophonique à l'origine. Dans la salle, ça va se passer sous forme d'immersion sonore, puisqu'il y a une lecture d'un texte donc théâtral par des comédiens. Et on a Benjamin Bachelier en direct qui illustre, entre guillemets, le propos est pas très bien choisi puisque les dessins viennent vraiment s'ajouter à la narration. Justement, on n'est pas vraiment dans l'illustration juxtaposée au texte, mais on est vraiment dans un dialogue, dans quelque chose qui vient ajouter à la proposition de départ du texte. Vous parliez de Benjamin Bachelier, c'est l'auteur de l'affiche? Oui, c'est l'auteur de l'affiche. Alors une affiche qui est un peu originale, qui est de son monde finalement. C'est son monde qui présente. Oui. C'est son univers un peu fantastique, mystique. C'est un cheval qui sort de la mer, c'est ça, avec un personnage qui est un petit peu tourné en plus. C'est pas tout à fait frontal. Et puis on a ce personnage, une sorte de bouquetin à moitié humain qui danse avec une cape et qui danse sur le dos du cheval en lisant une bande dessinée. Comment vous faites justement quand vous commandez entre guillemets une affiche, vous donnez des indications à l'auteur ou il est libre de faire ce qu'il veut? Il y a des indications qui sont assez légères, mais il y a un petit cahier des charges à respecter. Déjà, il faut qu'on comprenne que ça se situe, si ce n'est à Bastia, au moins en Méditerranée. Là, on voit la citadelle. Là, on voit bien Saint-Jean. On est à Bastia, c'est sûr. On est à Bastia. Et puis, l'évocation du livre est importante, évidemment, parce qu'il faut, qu'on puisse saisir quel est le thème de la manifestation, le thème principal. Vous en parliez aussi, il y a cette librairie éphémère, là aussi, c'est incontournable pour faire découvrir les auteurs, pour faire vendre, Oui, parce que... c'est avec la librairie Alma. Oui, Alma, et c'est vrai que elle a beaucoup de succès, cette librairie. Voilà, on parlait du format original en début d'émission. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de stand éditeur que les livres se vendent mal à BD Bastia. Au contraire, c'est une librairie qui marche très bien parce que justement, il y a cette proposition autour de la création très ciblée. Et en fait, la librairie vient justement compléter cette proposition hyper précise. Et puis, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de pouvoir feuilleter les albums des auteurs qu'on a repérés, d'avoir toute une bibliographie à disposition et pas seulement les derniers titres qui viennent de paraître. Ça, c'est important aussi. Et puis, c'est comme ça qu'on se laisse attraper. On arrive à la fin de cet album BD sur RCI. Alors, on parlait tout à l'heure des retours du public, des auteurs. Chaque année, vous prenez en compte les réactions pour améliorer, pour essayer de vous orienter un petit peu ailleurs. Comment ça se passe? Oui, on fait toujours, déjà avec l'équipe des bénévoles, qui est en direct aussi avec le public par les visites, mais aussi le gardiennage des salles, l'accueil du public. Donc ça, c'est important d'avoir ce retour-là. Et puis, on essaye de s'ajuster au mieux. Il y a toujours des petits défis. Vous voyez comment la manière dont on a Ault est assez labyrinthique. Oui. On est effectivement c'est un parcours. Éclaté sur la ville. Donc, en termes de signalétique, c'est jamais tout à fait évident. On essaye de faire en sorte que les formats les supports de communication soient hyper clairs. Ça, c'est souvent des choses qui reviennent, d'arriver à bien s'orienter dans la proposition. Et puis, c'est vrai que des fois, on nous fait aussi des propositions en termes de programmation. Donc, c'est intéressant d'avoir justement ce sentiment, la manière dont le public rebondit sur des propositions qu'on fait et ce que ça leur évoque par ailleurs avec leurs propres références. Donc oui, en tout cas, les retours seront larges et on essaye d'être à l'écoute. Vous avez déjà réfléchi à l'absence du théâtre de Bastia l'année prochaine? Ça doit être, là aussi, ça va être un gros manque. Ouais, ça va être un grand changement. On y a réfléchi.
Il y a des solutions déjà? Il y a des solutions. De toute façon, il y en a et en même temps, il n'y en a pas 150 000 non plus. Puisque voilà, on est déjà présent sur une très grande, une majeure partie des lieux d'exposition de la ville. L'une des solutions aussi, c'est de proposer des expositions, peut-être un peu plus d'expositions collectives, avec des thématiques ou des angles d'approche qui puissent réunir un plus grand nombre d'auteurs par exposition. Ça me semble intéressant. Et puis, c'est quelque chose qui nous permettrait d'être aussi, justement, dans la recherche, dans l'expérimentation des formes. Donc, c'est plutôt de ce côté-là, peut-être pas sur la manière dont on va s'étendre physiquement, mais voilà, comment... repenser en tout cas la programmation des expositions avec ces espaces un petit peu contraints. Alors un beau programme donc pour ces rencontres du 30 mars au 2 avril, mais il faut souligner qu'il y a beaucoup d'expositions qui vont s'étendre, qui vont aller au-delà du 2 avril. Oui, jusqu'au 5-6 mai, je crois qu'il y a à peu près 80%, quand même pas 80% des expos qui continuent et qui durent donc pendant plus d'un mois. Voilà. Combien ça prend d'une année à l'autre? Dès que les rencontres sont finies, déjà vous attaquez l'autre pour préparer? Oui, avant déjà aussi. Ouais. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend du temps, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un travail qui est permanent. Donc il n'y a pas vraiment de frontières, tout est poreux en termes de... Bon, évidemment, à un moment donné, il faut qu'on arrête la programmation de l'année. C'est là, en fait, que les choses sont définitivement arrêtées. Mais c'est vrai que là, j'ai des idées déjà pour 2024. Depuis novembre, décembre, il y a certaines expositions que je vois bien. Vous avez déjà le contour du dessin, des dessins, de la bande dessinée. Oui, tout à fait. Et puis, ce qui est intéressant au-delà de la programmation, c'est que même si on est déjà un petit peu en avance comme ça, en fait, quand une édition se déroule et se termine, c'est cette édition qui va nous donner surtout l'énergie et le désir de repartir sur la prochaine édition, parce que l'événementiel, on sait que c'est assez dur, hein. Il y a un rythme comme ça qui est très intense sur très peu de temps, donc on est très fatigué, mais en même temps ces moments de partage, de découverte ensemble, une sorte de petite bulle aussi de création, de réflexion comme ça durant 4 jours, c'est ce qui va nous motiver pour repartir ensuite, et ça c'est vraiment le sésame, je pense. C'est aussi un lieu de rencontre pour la famille, en fait, parce qu'on vit en famille souvent. Oui, ça aussi, c'est bien, parce qu'aujourd'hui, les familles, elles sont un peu dispersées avec les jeux, tout ça, les portables. Et là, c'est un moyen de réunir un peu tout le monde aussi. Oui, c'est pour ça que je disais pour les ateliers que les parents peuvent participer. D'ailleurs, on faisait le tri des photos de Bédabassia de l'année dernière dans les ateliers. Il y a beaucoup de parents et d'enfants qui sont en train de... Ça resserre un peu les liens, finalement. Oui, de créer ensemble. Et c'est vrai que dans les propositions, c'est important. On a des propositions qui sont spécifiquement jeunesse, BD jeunesse, illustration jeunesse, mais en même temps, les propositions graphiques sont telles qu'évidemment, les parents, les adultes, et puis même les propositions, je disais graphiques, mais narratives aussi, en fait, tout le monde y trouve son compte. Johanna Macari, merci beaucoup. Merci. Et puis on a hâte d'être au 30 mars pour le début de ces rencontres. Ce sera la 30e édition déjà. Oui. Bel anniversaire. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt. L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International.